Ce qui se passe en ce moment en Iran, dans le ciel de Téhéran et dans les bunkers des services de renseignement israéliens n'est pas une crise de plus. La fin d'une partie qui a duré 46 ans enfin, presque 47 est en train de se jouer. Le plateau du Moyen-Orient ne bouge pas, il est en train de se briser. Et pendant ce temps, la presse internationale se concentre sur tout le drame déclenché par la capture de Nicolás Maduro. Ici en Israël, il y a des signes très similaires à ceux qui sont apparus juste avant la guerre des 12 jours en juin, face à l'attaque imminente contre l'Iran. Je suis Arié et aujourd'hui, nous allons entrer dans les coulisses de ce que le régime des ayatollahs essaie de cacher avec du sang, du feu et des coupures technologiques. Et attention car je vais vous raconter les détails du plan d'évasion des ayatollahs qui a été divulgué par la garde iranienne, ce qui indique que la situation est vraiment mauvaise là-bas. Au cours des dernières 48 heures, des témoins dans plusieurs villes d'Iran ont signalé quelque chose qui met le corps de la garde révolutionnaire islamique au bord de la crise de nerfs. Les trains de satellites Starlink traversent le ciel perse. Le régime a tenté, comme toujours, un blackout médiatique brutal. Ils ont coupé Internet dans 222 localités de 78 villes, affectant directement plus de 1. L'objectif est que le monde ne voit pas qu'il assassine des jeunes dans les ruelles d'Iran ou de Machhad. Mais regardez ce détail. Le régime est en train de perdre le contrôle du récit. Les gens ne craignent plus seulement à cause du prix du pain. D'ailleurs, il a atteint 500 000 rials, soit environ 12 $ pour une seule portion. Mais maintenant, la clameur est politique et frontale. Dans les rues, les citoyens crient « mort au dictateur » et, pour la première fois, chose impensable, l'ombre du chat revient dans les rues de Téhéran et d'Ispahan. Vous ne savez sûrement pas qui est Pahlavi ni pourquoi cela est historique, eh bien vous allez le comprendre dans un instant. Soyez patient avec moi, mais d'abord approfondissons la méga-fuite qui a eu lieu depuis l'intérieur des forces du régime. Un rapport qui a été divulgué à The Times est la confirmation définitive que le régime se considère comme fini. Le guide suprême Ali Khamenei, un homme de 86 ans dont la santé s'est effondrée depuis la guerre des 12 jours contre Israël en juin 2025, a déjà un billet de sortie. Il l'appelle littéralement le plan B, et il consiste à fuir à Moscou avec un cercle intime de 20 personnes, y compris son fils et héritier désigné, Mojtaba Khamenei. Pourquoi Moscou ? Eh bien, il n'est pas nécessaire d'être analyste du renseignement, il n'existe tout simplement pas d'autre endroit pour lui. Khamenei copie le manuel de Bachar al-Assad, qui a fui en novembre 2024 pour finir par vivre dans le luxe russe, tout en révisant ses connaissances en ophtalmologie. Mais à la différence d'Assad, Khamenei emporte un butin de guerre qui insulte tout Iranien souffrant de la faim. 95 milliards de dollars, c'est au moins la valeur de CETA, le réseau d'actifs et de fondations semi-étatiques que l'ayatollah gère en toute autonomie. Et cela sans compter ce qui n'est pas connu. Pendant ce temps, le travailleur iranien moyen gagne environ 284 $ par mois et il lui en faudrait environ 2100 pour survivre. Le guide suprême a 95 milliards de raisons de dormir tranquille dans une datcha russe. Le régime des ayatollahs a cherché à effacer une image des livres d'histoire. Il fut un temps, il n'y a pas si longtemps, où l'Iran n'était pas un paria international, mais le joyau de la couronne du Moyen-Orient. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne le savent pas. C'est même que l'on voyait dans de nombreuses manifestations pro-palestiniennes. Et en 1977, juste avant que l'obscurité théocratique ne s'abatte, l'Iran occupait la 18e place parmi les plus grandes économies du monde. Pour vous donner une idée, l'économie iranienne était 26% plus grande que celle de la Turquie et dépassait de 65% celle de la Corée du Sud. Alors que la Corée du Sud était encore un pays agricole essayant de décoller, l'Iran était déjà une puissance industrielle. Aujourd'hui, le revenu national par habitant n'est que de 57% de ce qu'il était en 1976. 4 décennies de gestion divine, comme ils l'appellent, ont réussi l'impossible. Qu'un pays avec les 2e réserves de gaz et les 3e de pétrole au monde ait sa population faisant la queue pour acheter du pain rassis.
Le régime actuel s'attribue la création de ces missiles et centrifugeuses. N'est-ce pas un mensonge? Le programme nucléaire de l'Iran est né en 1959 sous le Shah avec le soutien des États-Unis et de l'Europe. En 1974, le Shah avait déjà fondé l'Organisation de l'énergie atomique d'Iran et avait des plans pour générer 23 000 mégawatts d'électricité. L'Iran ne cherchait pas à fabriquer des bombes à cette époque, il voulait devenir le fournisseur d'énergie de tout le continent. Dans le secteur automobile, l'usine Iran Khodro produisait la célèbre Paykhan, devenant un centre d'assemblage qui exportait vers la région. Les villes étaient conçues selon des plans urbains européens, avec des autoroutes modernes et une infrastructure qui aujourd'hui s'effondre tout simplement par manque d'entretien. Il suffit d'observer la vallée et le Venezuela pour s'en convaincre. C'est ici que le contraste fait le plus mal. Sous la monarchie, les femmes iraniennes ont obtenu le droit de vote en 1963, bien avant que d'autres pays de la région ne le fassent. Non seulement elles étaient libres de s'habiller comme elles le voulaient, les mini-jupes à Téhéran étaient en courante, mais elles occupaient aussi des postes de ministres, d'ambassadrices, de juges et d'officiers de police. La loi de soutien à la famille de 1967 leur a donné le droit au divorce et a relevé l'âge minimum du mariage à 18 ans. Gardez cela à l'esprit, qu'a fait le régime des ayatollahs en arrivant. Mais avant de commencer, je voudrais vous raconter l'histoire de cette fiole, qui m'a vraiment étonné et que je pense que vous devriez connaître aussi. Cette fiole contient une histoire incroyable, jusque-là inconnue. À l'intérieur, de la terre du mont du Temple à Jérusalem, préservée par des archéologues après que des millénaires d'histoire ont été jetés comme gravats. C'est notre chance d'empêcher l'histoire de disparaître. Commencez la nouvelle année avec un lien personnel avec Jérusalem. Cliquez sur le lien en bio ou scannez le code pour une offre spéciale. La première chose, parmi tant d'autres, a été d'abolir précisément cette loi, de baisser l'âge du mariage pour les filles et de les obliger à se marier très jeunes. À se couvrir de la tête aux pieds, sous peine de prison ou de mort, elles sont passées du statut de citoyenne et de leader à celui de propriété. Accord Folguera puissance. Le régime de Khomeini n'est pas venu pour sauver l'Iran de l'impérialisme comme il le prétendait tant. Il est venu pour kidnapper une nation moderne et la transformer en base militaire. C'est de là que se finance et s'exporte l'idéologie islamique qui aujourd'hui s'infiltre et dévore la moitié de l'Europe et même l'Amérique du Sud. La même que les soi-disant progressistes défendent et acclament sous des mantras idéologiques comme « Palestine libre ». Ont-ils vraiment la moindre idée de ce qu'ils sont en train de dire? Ce que nous voyons aujourd'hui dans les rues d'Iran, des gens demandant le retour des Pahlavis, n'est-ce pas une nostalgie vide? Nous évoquons Mohammad Reza Pahlavi, héritier du Shah, renversé lors de la révolution iranienne de 1979, et qui a donné naissance au régime actuel de la théocratie islamique qui a mis 47 ans à détruire l'un des pays les plus riches du Moyen-Orient. Mais ce que nous voyons maintenant en Iran, c'est un peuple qui se rend compte qu'on lui a volé son avenir, qui réalise à quel point il était heureux. Ils ont transformé un pays qui rivalisait avec les puissances occidentales en un régime de survie, qui dépense les rares ressources qui lui restent à financer des satellites de surveillance et des milices à l'étranger. Pendant ce temps, leur propre peuple rêve de redevenir ce qu'ils étaient, autrefois, libres, prospères et humains. C'est ça, on en parle, mais c'est là que les choses deviennent encore plus complexes. Ici, en Israël, les rumeurs ne portent pas sur la question de savoir s'il y aura une réponse, s'il y aura une attaque, mais sur le moment où cette attaque décisive sera lancée. Il y a un courant très fort au sein du cabinet de sécurité qui défend l'attaque préventive stratégique. La logique est froide. Un régime en mode survie est le plus dangereux. Si Jamenei sent que le sol s'effondre sous ses pieds, il n'hésitera pas à lancer ses missiles balistiques, ce qui est interprété ici en Israël comme une provocation directe. Regardez les banderoles que le régime a accrochées à Téhéran avec le slogan « Cela se reproduira », où il montre des cartes d'attaque contre les bases aériennes d'Israël. Ce n'est pas seulement de la propagande, c'est une menace directe du régime contre Israël. Est-ce qu'ils le rendent public ? C'est pourquoi dans les couloirs de Tsahal, on parle d'une fenêtre d'opportunité qui se referme. La paralysie des gardiens de la Révolution,
qui sont plus occupés à entrer dans les universités sous prétexte de protéger les tombes des martyrs, tout cela devait être expliqué pour pouvoir réprimer les étudiants. C'est le moment que beaucoup ici considèrent comme idéal pour neutraliser une bonne fois pour toutes l'infrastructure nucléaire et balistique de l'Iran. Ce n'est pas une guerre de choix, c'est une défense anticipée. Le désespoir de l'Iran ne s'arrête pas là. Il a été rendu public qu'Israël a dû alerter directement le nouveau gouvernement syrien, dirigé par Ahmed al-Shara, au sujet d'un complot iranien visant à l'assassiner. Si l'Iran essaie d'éliminer le nouveau dirigeant syrien pour provoquer le chaos et reprendre le contrôle du corridor terrestre vers le Liban. Cela nous donne une idée du niveau auquel ils sont tombés. Sont-ils prêts à assassiner leurs anciens alliés pour ne pas perdre leur influence régionale ? Je sais ce que beaucoup d'entre vous pensent, Harry, mais le régime iranien a 1000 vies. On dirait un chat, on le croit toujours sur le départ, mais il reste là. Cependant, jamais nous n'avions vu une telle déconnexion interne. Ce qui se passe en ce moment en Iran est sans précédent. L'ampleur des manifestations est telle que le régime a dû recourir à ces coupures massives d'Internet dans tout le pays. Pourtant, les gens ont encore accès à Internet. Comment est-ce possible ? Eh bien, comme je vous l'ai dit au début, parce que Starlink a pris les devants et a positionné ses satellites au-dessus de l'Iran, ce qui permet aux Iraniens de rester connectés et de continuer à se coordonner via les réseaux, et bien sûr de gagner la guerre du récit. Quand l'ayatollah doit se cacher dans un bunker et préparer un exil vers Moscou, c'est qu'il ne fait même plus confiance à sa propre armée, qu'il lui soit fidèle jusqu'à la fin. Au final, il semble que la rumeur selon laquelle il partait pour Moscou est justement sortie de là. Maintenant, regardez ce qui se passe avec les mouvements logistiques des dernières 24 heures ici dans la région. Mais avant, quelque chose de très important. Un chiffre statistique. 42% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Soit parce qu'elles ne le savent pas, elles pensent qu'elles le sont déjà, ou simplement parce qu'elles passent sur la vidéo sans s'abonner. Alors je vous laisse ces quelques secondes pendant que je continue de parler. Pour que ce soit simple, il vous suffit juste d'appuyer sur le petit bouton qui dit « S'abonner » et de le faire glisser un peu pour activer la cloche. Et avec ça, vous saurez quand je publie une nouvelle vidéo. Et donc restez attentif à tout ce qui se passe ici en Israël, dans la région, avec l'Iran. Et tout cela qui en vérité est très très délicat. Eh bien, ce que j'allais vous dire. 12 avions de transport lourd, les célèbres Z-17A Globemaster 3 des États-Unis, ont atterri sur la base de la Royal Air Force Fairford au Royaume-Uni. Et d'autres ici juste à côté. En Jordanie, ils n'apportent pas de fourniture de bureaux, mais l'équipement du 160e bataillon des opérations spéciales, le Special Operations Aviation Regiment. Les célèbres Nike Stalker, ceux qui sont ici, les mêmes qui ont été utilisés pour extraire Saddam Hussein et qui ont opéré à Mogadiscio. J'ai un cas d'un hélicoptère d'Aisne. De Divino. Paradisie. C'était l'avertissement, car ce serait la goutte que plus d'un attend que fasse déborder le vase. Les actifs nécessaires pour une intervention de précision sont en place, que ce soit pour sécuriser des matériaux nucléaires ou pour effectuer des extractions de grande valeur. Comme ce que nous avons déjà vu au Venezuela, si le régime s'effondre du jour au lendemain, est-ce que cela semblerait étrange ou utopique à quelqu'un ? Eh bien, n'allez pas si loin, allez voir ce qui s'est passé en Syrie avec Bachar el-Assad, et regardez ce qui vient de se passer avec Maduro au Venezuela, donc on peut s'attendre à tout. Pour saisir à quel point ce moment est étrange, regardez ce qui s'est passé hier. Ce mouvement est presque inédit depuis 10 ans. Des forces conjointes du Royaume-Uni et de la France ont lancé des frappes aériennes massives contre des cibles de l'État islamique au centre de la Syrie, près de Palmyre. Ils ont utilisé des avions Typhoon, les Fighter Ground Reconnaissance 4 britanniques et les célèbres Rafale français, larguant des bombes guidées sur des tunnels et des dépôts d'armes. La grande question est, pourquoi maintenant ? Parce que ces deux pays, qui agissent habituellement sous l'égide des États-Unis, ont décidé de prendre l'initiative ensemble. L'analyse à petite échelle est ça d'éclair. Ils ouvrent la voie et prennent part à ce qui se passe. Ils savent qu'avec l'Iran en retrait et le régime d'Assad hors jeu, il y a un vide de pouvoir que l'État islamique tentera de combler.
Quoi qu'il en soit, la France et le Royaume-Uni agissent quanti comme les nettoyeurs stratégiques, pour s'assurer que le nouveau gouvernement syrien ne tombe pas entre les mains des extrémistes, mais aussi pour envoyer un message à Téhéran. L'espace aérien de la région ne leur appartient plus. C'est une démonstration de force coordonnée pour dire aux ayatollahs que le monde prépare déjà le jour d'après leur chute. Assistons-nous à la fin d'un empire de la terreur qui repose sur des pieds d'argile et des comptes bancaires à Moscou? Israël est prêt, les États-Unis sont en attente et, plus important encore, le peuple iranien a perdu sa peur. La question n'est pas de savoir si le régime tombera, mais si le monde est prêt pour ce qui viendra après. Khamenei a déjà sa dacha en Russie qui l'attend. Eh bien, il faudra voir s'il le laisse arriver. Israël est en alerte constante et tous ses systèmes sont prêts pour s'assurer qu'en cas de chute, personne d'autre ne soit entraîné avec lui. Alors restez informés, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour savoir quand je publie une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse. Et nous resterons très attentifs à ce qui se passe ici en Israël, dans la région. La situation est littéralement explosive. Et ne partez pas sans laisser un like, à bientôt.